3 attitudes pour la prise de cortisone en PMA. Bonjour, je suis Adva Grundmann et je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Virginie Terrier et je suis la cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de cortisone en PMA et des attitudes à favoriser pour éviter les désagréments. Si vous aimez nos contenus vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions sur nos solutions, n'hésitez pas à réserver un bilan de situation. Une de nos collaboratrices sera heureuse de vous répondre. Dans ces 3 attitudes, nous parlerons de la diminution du sucre, de la diminution du sel, mais aussi des attitudes clés pour maintenir un bon équilibre nerveux. Déjà, commençons par le contexte. En PMA, parfois, on vous donne de la cortisone, des corticoïdes. Le but de ce traitement est de créer une répression immunitaire. L'indication de la cortisone, c'est souvent quand une immunité est surexprimée, quand on est en hyperimmunité. Et bien, pour canaliser cette immunité, on va utiliser de la cortisone qui, à haute dose, va réprimer l'immunité, va endormir en quelque sorte l'immunité et permettre un meilleur contexte d'implantation de l'embryon quand on est souvent dans un contexte d'hyperimmunité. Malheureusement, cette cortisone a aussi des effets secondaires et c'est souvent le cas quand on a un traitement médicamenteux. Ce traitement va amener des bénéfices sur certains plans. En l'occurrence là, la cortisone va amener des bénéfices sur l'équilibrage immunitaire, sur le fait que l'immunité va se calmer et laisser une petite fenêtre, un petit champ d'implantation pour l'embryon. Mais de l'autre côté, on va aussi avoir les effets délétères de cet ajout de cortisone qui sont principalement la rétention d'eau, l'augmentation de la résistance à l'insuline et le déséquilibrage aussi du système nerveux. Donc dans cette vidéo, nous allons parler vraiment des attitudes qui vont permettre de modérer en fait les effets secondaires de la cortisone, de les éviter au maximum et d'avoir plutôt les bénéfices du traitement que les risques. Premièrement, il faudra diminuer le sel si possible pendant votre traitement de cortisone. Alors pourquoi ? Tout simplement puisque les corticoïdes vont entraîner en général une rétention d'eau et que cette rétention d'eau qui va augmenter le volume sanguin notamment dans les domaines extracellulaires va complexifier un petit peu la circulation sanguine. Et vous le savez, l'endomètre, quand on est dans une phase d'implantation, va se vasculariser pour accueillir l'embryon et pour aller nourrir en fait cet embryon. Donc le phénomène de vascularisation est très important et du coup si on a une congestion des vaisseaux sanguins, une rétention d'eau justement dans les milieux extracellulaires dont les vaisseaux sanguins en fait font partie et aussi à l'extérieur des cellules, on aura une mauvaise répartition de l'eau, une circulation qui va être un petit peu péjorée et du coup on va quand même avoir cet effet secondaire qui n'est pas non plus très confortable de la cortisone. Donc diminuez votre apport en sel et en fait c'est vraiment une histoire d'équilibre parce que finalement le sel c'est le sodium qui va aggraver la rétention d'eau mais d'autres minéraux vont avoir tendance à améliorer la rétention d'eau tels que le magnésium ou le potassium. Les légumes par exemple sont extrêmement riches en potassium. Ça peut être vraiment intéressant avec une prise de cortisone d'augmenter fortement votre consommation de légumes, de diminuer votre consommation de sodium, donc de diminuer le sel d'ajout, d'aller plutôt aromatiser vos plats avec des épices par exemple, voire même d'utiliser un sel qui est spécifique à la rétention d'eau comme un sel en fait de potassium. On trouve des sels qui sont équilibrés entre le sodium et le potassium. C'est plutôt des sels que vous allez trouver en pharmacie et ça peut être un conseil intéressant quand vous êtes justement dans votre prise de cortisone, de consommer un sel adapté et de consommer aussi énormément d'aliments qui vont être plutôt riches en potassium de façon à éviter les phénomènes de rétention d'eau. Et donc ces aliments riches en potassium seront principalement des aliments végétaux. Le second élément sera de diminuer le sucre, tout simplement puisque la cortisone est une hormone qui va augmenter un phénomène qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est-à-dire que, en fait, on va être beaucoup plus sensible à la consommation de sucre quand on prend de la cortisone. Les sucres vont être beaucoup plus stockés aussi, raison pour laquelle souvent on prend du poids aussi avec la prise de cortisone. Il faudra donc principalement aller sur des aliments qui ont un index glycémique relativement bas ou une charge glycémique relativement basse et tous les aliments sucrés devraient être consommés vraiment dans le cadre des repas, idéalement pas en dehors des repas parce que quand on consomme un aliment sucré en dehors d'un repas, en fait on va amener une charge de sucre très importante et on va faire un pic glycémique, ce qu'on veut absolument éviter avec une prise de cortisone, puisqu'en fait, l'élévation des glycémies va entraîner une élévation de l'insuline. L'insuline est aussi une hormone qui est pro-inflammatoire, qui va aussi perturber un petit peu le contexte d'implantation. L'idéal, c'est vraiment de canaliser au maximum sa consommation de carbohydrates quand on est justement sous un traitement de cortisone pour éviter d'augmenter la résistance à l'insuline, éviter d'augmenter
la production d'insuline et éviter d'augmenter drastiquement les glycémies. Donc plutôt des carbohydrates ou des glucides à charge glycémique ou à index glycémique bas, et surtout de consommer les glucides pendant les repas et pas en dehors des repas, et dans le cadre de repas qui sont riches en bonnes graisses, riches en protéines et aussi riches en fibres. Le troisième élément, ce sera de maintenir un équilibre nerveux. Tout simplement puisque la cortisone est un peu une copie d'une hormone qu'on sait produire nous-mêmes qui s'appelle le cortisol. En fait, le cortisol est vraiment la molécule active, la cortisone est inactive et ensuite transformée en cortisol. Et le cortisol, à la base, dans notre corps, c'est effectivement une hormone qui a des propriétés anti-inflammatoires, des propriétés de répression immunitaire, ce pourquoi on l'utilise en PMA. Mais en fait, cette hormone, c'est aussi une hormone qui est assimilée au système de survie. Donc, dès que notre taux de cortisol monte, en réalité, notre système nerveux est soumis à une pression très importante et ça augmente drastiquement notre niveau de stress. Vous l'avez peut-être déjà senti d'ailleurs quand on prend de la cortisone. Parfois, ça nous défatigue parce qu'en fait, on manquait de cortisol, mais parfois, ça nous énerve. On se sent hyper tendu. Alors, si c'est le cas, il va falloir réguler au maximum le système nerveux parce que déjà, le protocole de PMA en lui-même peut être stressant. Si on ajoute là-dessus la prise de cortisone qui peut soumettre encore une pression en plus à notre système nerveux, eh bien, il serait intéressant peut-être, pendant votre prise de cortisone, déjà de faire régulièrement des exercices de cohérence cardiaque, histoire de faire baisser un petit peu la pression, de rééquilibrer votre système nerveux, et aussi de prendre du magnésium, plutôt un magnésium marin, qualitatif, et de prendre du magnésium tous les jours pendant que vous prenez en fait, cette cortisone, de façon à maintenir un système nerveux relativement stable et à éviter cet effet secondaire lié à la prise de cortisone qui est vraiment, en fait, la nervosité et qui pourrait justement péjorer un petit peu votre protocole de PMA. Virginie, avec tes explications, on a compris que prendre de la cortisone n'était pas anodin. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire de la répression immunitaire ? Il y a beaucoup d'autres moyens en fait de faire de la répression immunitaire. La cortisone, c'est un moyen de le faire rapidement et de façon assez drastique, mais c'est plutôt un moyen d'action dans lequel on comprend pas vraiment le contexte. L'autre moyen de faire de la répression immunitaire, c'est de comprendre le contexte. Notre immunité, c'est tout un système, et c'est un système qui est pas bête, c'est un système relativement intelligent, qui fonctionne avec une dynamique très rodée. Et si notre immunité est en hyper-immunité, c'est qu'il y a une raison. On ne se met pas en hyper-immunité pour rien. On se met en hyper-immunité parce qu'on a souvent ce qu'on appelle une co-infection. C'est-à-dire on peut avoir une infection bactérienne de fond, une infection virale de fond, une infection parasitaire de fond, une infection mycosique de fond. Quelque chose qui énerve, en fait, notre système immunitaire et qui fait que notre immunité, en permanence, elle est un peu en tension, elle est un peu sursollicitée. Si on met de la cortisone, on va lui dire, hop, maintenant tu te tais l'immunité, calme-toi. Au risque de faire ressortir cette infection qui était sous-jacente en fait et qui maintenait la pression immunitaire et qui d'ailleurs peut être néfaste derrière, par exemple pendant la grossesse et pour l'implantation aussi. Et pour l'implantation aussi. Donc en fait pour moi le meilleur moyen de faire de la répression immunitaire c'est de comprendre le contexte, de comprendre ce qui maintient en tension l'immunité et aussi d'enlever toutes les substances qui pourraient être des perturbateurs immunitaires. Certains perturbateurs endocriniens sont des perturbateurs immunitaires, certaines molécules alimentaires sur tel ou tel type de profil sont des perturbateurs immunitaires. Par exemple, on sait qu'on a ce qu'on appelle des mimétismes moléculaires, par exemple, entre des champignons tels que les candidats et des molécules comme la gliadine, entre des bactéries comme les staphylocoques et des molécules telles que la caséine. Donc on sait que quand on a eu certains types d'infections chez une personne, il y a de fortes chances que l'immunité s'énerve quand on consomme tel ou tel type d'aliments. Ces choses-là qui sont connues, on peut les utiliser pour calmer la tension immunitaire. Mais calmer la tension immunitaire sur du long terme, ça veut dire comprendre le contexte en fait, et tout part de là. Il faut aussi comprendre si l'immunité a suffisamment de ressources pour s'équilibrer, puisque certains éléments sont essentiels à l'adaptation immunitaire. La flore intestinale est un essentiel pour que l'immunité puisse s'équilibrer. Si on a une flore qui est défaillante, on va avoir des processus d'adaptation immunitaire qui vont être aussi défaillants. Certaines vitamines, comme aussi la vitamine D, est un énorme équilibrant immunitaire, et donc du coup, si on a une carence, même une subcarence de vitamine D, on risque d'avoir une immunité qui ne saura pas se réguler. Et c'est vrai que la cortisone, elle va donner une orientation ciblée à l'immunité, mais en fait, pour moi, la meilleure solution, c'est d'avoir une immunité qui fait ce qu'elle doit faire, à laquelle on apprend à faire ce qu'elle doit faire, ce qu'elle est censée faire. Parce qu'en fait, cette immunité, elle va avoir un rôle à jouer pendant toute la grossesse, pendant toute l'implantation, et
l'implantation, c'est pas juste de la répression immunitaire. Certaines branches sont réprimées, mais d'autres doivent se surexprimer. Et donc, si on fait que de la répression, finalement, on traite une partie du contexte, mais on rééquilibre pas l'ensemble du contexte. On voit que tout ça, ce sont des ajustements vraiment très fins. Pour cette raison qu'on a créé les solutions fertiles, les programmes, où on a un algorithme qui va vraiment prendre en compte toutes les informations, tous les facteurs d'influence. Exactement, et vous restituez vraiment des recommandations de manière ciblée et personnalisée à toutes les informations qui vont être mises en fait dans l'algorithme. Bien sûr, et parfois c'est relativement complexe parce que aussi dans la mécanique immunitaire, on a tout le contexte de stress qui peut rentrer en compte, le contexte de restriction de sommeil, d'activité physique démesurée. En fait, on trouve grâce aux algorithmes principalement vraiment tous les petits points, tous les petits éléments qui sont des indicateurs qui nous disent que ce contexte déraille parce qu'on a tel facteur, et que du coup, si on corrige ça, on devrait vraiment réussir à rééquilibrer l'immunité. Et dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. On peut même aussi aujourd'hui aller chercher, on est en train d'instaurer justement des analyses très spécifiques à l'immunité où on va vraiment chercher quelle est la mécanique du fonctionnement immunitaire, et c'est passionnant parce que on voit que parfois chez des personnes qui ont l'air d'avoir un profil immunitaire normal, on a en fait une immunité qui est complètement déraillante, qui fait n'importe quoi, ou en tout cas qui déraille, mais qui déraille pour contenir des infections. Et du coup, on n'a pas de contexte immunitaire parce que l'immunité fait le job pour équilibrer tout ça. Mais en faisant ce job, elle est en hyperimmunité et elle empêche d'autres processus en fait. Et donc il faut comprendre que en fait parfois c'est pas parce qu'on n'a pas de manifestation immunitaire qu'on n'a pas de contexte immunitaire. Et ça c'est vraiment assez important à comprendre parce qu'on peut avoir un contexte immunitaire mais qui ne s'exprime pas parce que notre immunité le canalise, mais en le canalisant, elle pose des problèmes. On en reparlera dans une autre vidéo du coup. Exact.